euh, dans les cours de poésie. Bon, ça va, ça marche déjà. Et dans une de ces interviews que j'ai écoutées avec Leila Slimani, euh, l'intervieweur, la personne qui interviewait Leila Slimani, a fait un commentaire assez intéressant par rapport à cette idée de le livre s'ouvre avec la scène d'une certaine façon, c'est pas la scène finale, mais c'est la fin de l'histoire en fait. Ouais. On commence l'histoire en sachant que le bébé est mort, la nounou a essayé de se tuer et que l'autre fille, Mila, va bientôt mourir. Ouais. Ouais. Euh, et en fait, elle fait un rapport, pourquoi je dis ça? Elle fait un rapport intéressant avec la tragédie classique. Ouais. Et si vous pensez à la tragédie d'Oedipe, par exemple, on sait dès le début qu'il va tuer son père, il va épouser sa mère. Et ça ne change rien par rapport à, à, à l'histoire, en fait, à la tragédie. Et cette idée de connaître la fin dès le début, c'est une stratégie aujourd'hui, je dirais, euh, pas classique, mais c'est une stratégie assez courante ou récurrente aujourd'hui euh, de, d'une certaine façon, euh, c'est moi je dirais, c'est une façon de la littérature de faire face ou de c'est pas le bon mot n'est pas critiquer, mais c'est une façon de faire face ou de lutter contre cette dictature. Moi, je dis ça, c'est moi qui le dis. Cette dictature, c'est pas une dictature, peut-être c'est trop fort, mais de cette imposition euh, euh, contraire aux spoilers. Ouais? Parce que si on compare avec les séries télévisées, assez souvent nous avons peur des spoilers parce que ça peut euh, euh, tout détruire le rapport ou l'envie de savoir la fin de l'histoire. Mais quand le livre commence avec ce qui serait la fin, ça change déjà notre rapport avec cette histoire. Anna Caroline, tu veux dire quelque chose? Oh, j'ai un trouble ici en essayant de allumer mon micro. Mais c'est juste, cette question de spoiler. C'est quand j'ai commencé à lire, ça fait sembler le livre de L'étranger de Camus, quand il commence par dire aujourd'hui, maman est morte. Et quand je lis le bébé est mort, je fais le rapport entre les deux œuvres. Mais quand on continue à lire, j'ai pensé, mais ça sera comme Camus, c'est juste une imitation. Mais au fur et à mesure qu'on commence à lire, je ne sais pas comment expliquer, mais on perçoit qu'il est complètement différent. Elle a son propre façon d'écrire, de raconter l'histoire du point de vue de la mère, de Myriam, de Stéphanie, de Louise. Et chaque personnage a son propre voix. Et c'est intéressant, cette question-là, que chaque personnage a son propre voix. C'est pas quelque chose que l'auteur essaye de faire sembler que le personnage parle. Non, ils sont le personnage qui parle. À mon avis, c'était très intéressant parce que quand on a
des classes de littérature brésilien, on parle de ça, que Machado de Assis a réussi de faire ça, de créer vraiment les mots, les voix des personnages, et les autres auteurs juste fait sembler. Et non, Slimani, je crois qu'elle a réussi aussi de donner le voix à le personnage, et même comme je peux dire, mais d'une façon vraiment unique. J'aime le livre. Je n'aime pas que le livre finisse. Je réduis le rythme de la lecture parce que je ne veux pas terminer le livre. Mais en même temps, je crave cette clôture, vous savez, mais c'est ça, c'est juste ça. J'aimais le livre. Oui, il faut bien terminer ce livre parce que nous avons 3 autres, plus le livre de la dissertation. Ouais. Donc, c'est important de le finir assez vite, je dirais. Attends, sinon, bon, une fois qu'on a parlé du livre, on continue à parler du livre. À la fin, je reviens à la dissertation et au séminaire de la semaine prochaine, d'accord? Je vais contrôler les temps ici pour ne pas oublier, ce sujet-là que je vais discuter avec vous. Donc, par rapport au livre de Slimani, donc, on parlait de ce début, et c'est intéressant cette comparaison du début de l'étranger et du début des chansons douces. Aujourd'hui, maman est morte, le bébé est mort. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. La suite de l'histoire est complètement différente. Ouais. Le cas de l'étranger, la mort de sa mère à Merceau, c'est juste le début de l'histoire. Et pour nous ici, en fait, c'est la fin. Tout ce que nous avons dans la suite, c'est une tentative de arriver à cette conclusion fatale. Ouais. En parlant de le bébé est mort, et puis nous avons l'histoire qui explique comment on est arrivé à l'assassinat de ce bébé. Je commence par vous poser une question entre, comment je peux dire, l'histoire du livre et la chronologie des faits. Ouais. Comment vous expliquez plus ou moins la différence entre la chronologie des faits et l'histoire telle qu'elle nous est racontée par le narrateur? Qu'est-ce que vous avez à dire? Je voulais vous écouter. Non? Daniel, je veux demander si la chronologie fait référence à l'histoire en tant que roman ou le fait en tant qu'événement au monde que s'est passé à Manhattan. Ah non, 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 je parle de l'œuvre. Parce que je suis un Hitler qui a motivé ou qui a inspiré cette histoire. D'accord. Mais je voudrais d'abord savoir, juste faire la différence entre la chronologie des faits et l'histoire telle qu'elle est racontée par les narrateurs. Bon, la difficulté, c'est le roman, il n'est pas divisé par chapitre, comme si chapitre objectivement donné. Il y a des pistes, de diagrammation, je ne sais pas si on dit ça, de construction de tests
la taille de page, l'espace qui raconte. Au premier moment, on voit la scène du crime. Et après, il y a la reconstruction par rapport à la mère qui va reprendre sa vie professionnelle. Et comme la nounou entre dans la famille et occupe un espace, et après, toute la construction de ce rapport entre la nounou et les deux enfants, au moment qu'on comprend la maison, cette petite famille, aussi, on va comprendre la famille de la nounou, l'espace, les quartiers de gens qui sont patrons, les quartiers de la femme qui est nounou, cette symbiose entre la maison des parents et la maison de la nounou, et le développement des événements va arriver dans un espace, des espaces distingués, et un conflit qui prend corps dans un événement où la famille décide amener la nounou en vacances comme un objet, et ça va donner l'attention d'une vie qui est différente et d'une vie qui s'y révèle neurotique au point de finir par un assassinat. Oui, je suis aussi tout à fait d'accord. Je voulais juste remarquer par rapport à cette idée de chronologie des événements ou chronologie des faits et l'histoire du roman, parce que dans la littérature, en quelque sorte, surtout dans la littérature narrative, dans les romans, les contes, etc., peut-être la virtuose ou quelque sorte d'un roman, c'est la façon de raconter les événements. Et la façon de raconter est liée aussi à l'ordre de cette narration, de ce récit. Ouais. Et par exemple, les choix de l'auteur de commencer par la fin tragique, et pour expliquer après. D'une certaine façon, vous voyez de la scène fatale, une fois que la scène fatale elle est déjà donnée, on laisse de la surprise, parce que d'une certaine façon, on va dire que le climat, il est déjà dès le début. Ouais. Ce qui fait aussi, en quelque sorte, ce qui rend cette histoire, en quelque sorte, monotone. Nous avons le récit de la vie des parents avant l'arrivée de la nounou et après la vie de la nounou qui s'occupe des enfants. C'est assez répétitif, c'est assez monotone. Ouais. Ça ne change pas trop. Nous avons une succession, il y a ici et là, parsemé, on va dire, sénéade, des informations sur la vie précédente de Louise, sur les couples Paul et Myriam, mais d'une certaine façon, le fait de donner la scène d'ouverture, qui est en quelque sorte le climax de cette histoire, ça laisse déjà de côté l'élément surprise pour nous faire penser ou pour nous faire nous concentrer sur les quotidiens de cette histoire. Et je reviens ici au commentaire de Josémar
Il a dit, je ne suis pas habitué à lire des auteurs qui ne sont pas morts. Il y avait, on disait avant que pour savoir si un auteur, si un bon auteur ou pas, il fallait l'attendre mourir, hein, pour bien étudier. Isis, je te donne la parole dans 2 secondes. Donc, en fait, quand je parle, quand je dis prise dans la scène d'ouverture, le reste de l'histoire, c'est la monotonie du quotidien, de la mère ou des parents, de la nounou et des enfants en quelque sorte. En fait, je pense, vous n'êtes pas censé, vous n'êtes pas obligé à être d'accord avec moi. On est là justement pour débattre. Mais quand elle donne plus de place dans ses livres à la monotonie du quotidien de ces gens-là, cette monotonie du quotidien est beaucoup plus proche à notre vie, à nous, que à une vie digne d'être racontée dans un roman. Ouais. Et je reviens encore aux commentaires de Joséma. Mais Joséma, tu vois que d'une certaine façon, cette monotonie du quotidien, c'est un problème à notre génération, à nous, qu'on vit aujourd'hui. Ouais. Si tu veux te manifester après, je voulais écouter Isis qui a levé la main. Oui, vous m'écoutez? Mon Internet n'est bien. pas bon aujourd'hui. J'ai juste une observation de l'introduction. Je suis journaliste aussi et le début du livre ressemble à l'introduction d'un article du journal. Alors, je me suis demandé comme, où, quand, et cela m'a conduit à lire le livre. C'est juste une observation. Mhm. Mhm. Ça, c'est intéressant parce que je ne sais pas, si je ne me trompe pas, Leila Slimani, elle a une formation dans le journalisme. Et il me semble qu'elle a commencé sa carrière en tant que journaliste à l'Express ou quelque chose comme ça, un journal comme celui-là. Donc, j'imagine que cette pratique du journalisme comment je peux dire, influence sa pratique littéraire. Il me semble, ce que j'ai lu par rapport à sa vie, à sa biographie, c'est qu'elle a quitté le journalisme en 2012, si je ne me trompe pas, pour se dédier, pour consacrer sa vie à la littérature. Et son premier livre a été refusé un peu partout, mais elle est restée comme journaliste pigiste. Pigiste, c'est un terme comme freelance, quelque chose comme ça. Donc, c'est intéressant de remarquer ce caractère du langage littéraire de Leila en correspondance avec le langage journalistique. Et d'accord, Lorraine. Et je reviens à ce que Jésuine avait annoncé tout à l'heure, parce que ce roman-là, il est inspiré d'un fait divers, ou si je ne me trompe pas, de 2 faits divers très proches, qui se ressemblent en quelque sorte, d'une nounou, d'une nourrice qui a tué ou essayé de tuer, pardon, qui a tué 2 enfants. Ils étaient trois frères. Il me semble qu'un était à l'extérieur, quelque chose comme ça. Et elle a lu ça sur la presse et elle disait ça. Dans une de ses Leila Slimani, elle dit que en fait, son travail n'est pas de rendre littéraire un fait divers. Fait divers, c'est comme ce genre de
de reportages sur la vie quotidienne en général, qu'on retrouve dans les journaux en général. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'est Folha de São Paulo ou o Tempo de Belo Horizonte, ils ont même un des cahiers qui s'appelle Quotidiano. C'est justement sur les informations générales de la vie, de la journée, par exemple. Un pont dans un tel quartier s'est écroulé cet après-midi, comme l'année où je suis arrivé à Brasilia en 2018, c'était une partie d'un viaduc de Eixão qui s'est écroulé. Ouais. Ça, c'est un bon fait divers à raconter. Ouais. Il y avait les restaurants, les gens qui mangeaient au-dessous, les voitures qui ont été détruites. Ça, c'est un fait divers. Ouais. Donc, elle s'inspire de ces faits divers, mais son but n'est pas de transformer les faits divers dans une histoire, dans quelque chose de littéraire. Donc, peut-être on peut considérer comme le fait divers comme les motifs, comme ce portrait initial de l'histoire. La construction de la psychologie des personnages, le style de la narration, tout ça, c'est autre chose. Ce n'est pas une reproduction du fait divers. Et c'est important à dire aussi, comme je vous ai dit tout au début, vous allez voir en quelque sorte, dans ces cours de romans, on a du mal à parler de l'histoire du roman, parce que c'est difficile, c'est trop long, nous n'avons pas la lecture, une lecture très large de la tradition du roman français. Donc, je ne sais pas si je dis ça ici la dernière fois, mais l'idée que la formation en littérature, ce n'est pas un cours, mais un parcours. Je crois que je crois vous avez déjà vous avoir déjà dit ça. Et j'explique parce que on peut utiliser la discussion de ce roman pour parler d'autres aspects qu'on rencontre dans l'histoire du roman français ou du roman tout court. Je dis ça pour parler du fait divers. Le fait divers, c'est genre des choses à raconter sur la presse, sur le quotidien des villes et des gens, il devient un motif d'inspiration pour la littérature, on va dire depuis le 19e siècle. Avant le 19e siècle, les romans existaient déjà. C'est un genre moderne qui commence peut-être à la fin du Moyen-Âge, les romans en prose, plus ou moins comme on le connaît aujourd'hui. Mais il était assez souvent l'histoire, on va dire les histoires exemplaires. Et les histoires exemplaires, c'était toujours des gens exemplaires, les gens de la cour, les gens des hauts niveaux, des hautes classes sociales. Avec le 19e siècle et surtout à partir du Flaubert, ces auteurs-là, entre autres, on commence à s'inspirer des histoires quotidiennes. Je vous donne ces deux exemples de Le Rouge et le Noir, ou Vermelho e Negro, de Stendhal. Il est inspiré d'un fait divers. C'est l'histoire d'un jeune qui était fils pas d'un ouvrier, mais son père était... il travaillait les bois, il faisait des meubles. J'oubliais le nom de la profession. Mais il était fort en latin et il devient
les professeurs de latin d'une famille bourgeoise, des enfants d'une famille bourgeoise, et il commence à avoir une histoire d'amour avec sa patronne. Donc, ça déclenche toute l'histoire. Et c'était un fait divers, il y avait une histoire ressemblable, ou semblable, pardon. Madame Bovary, le cas d'une femme qui se marie et liée à l'idée de faits divers, que Madame Bovary, par exemple, donc, histoire de ces petits villages, les choses qui se passent quotidiennement. Donc, ce que Leila Slimani fait avec ses romans, de partir d'un fait divers pour arriver à la littérature, n'a rien d'extraordinaire, rien de spécial. Et dans une de ces interviews que je regardais, elle le dit aussi par rapport à cette idée de commencer le roman avec cette scène fatale et d'une certaine façon le climax du roman. Elle dit qu'elle voulait quelque chose de prégnant, quelque s'accrocher à la lecture et rester engagé dans la lecture jusqu'à la fin. Donc, dans la littérature ou dans les romans modernes et contemporains, on va retrouver l'inspiration du fait divers. Et cette inspiration du fait divers, parce que, parce que je regardais par le chat, je vais revenir sur les chats dans quelques secondes. L'inspiration du fait divers, elle est importante aussi, d'une certaine façon, démystifier l'idée d'inspiration en littérature. Parce que, et aussi, ça sert aussi à rapprocher la littérature de notre vie à nous. Ouais. Et cette proximité de ce genre de littérature à notre vie à nous est une des questions que je veux vous poser, justement pour savoir quelle est l'identification que vous avez avec ce genre d'histoire. Même si vous n'avez pas encore fini la lecture du roman, je voudrais vous écouter par rapport à quelle identification vous avez eue avec ce genre de littérature. Et pendant que vous pensiez à la réponse, je vais jeter un coup d'œil sur les chats ici pour voir ce que vous avez commenté. Mais je vais ouvrir le microphone pour vous écouter. 2 secondes. Josimar, ton dernier commentaire ici, c'est impossible de voir les nourris après la lecture de ce livre. Et c'est intéressant, souvenez-vous, je crois que c'était notre premier cours, je vous ai dit que j'ai laissé un commentaire sur Instagram pour Leila Slimani, et elle m'a dit que le Brésil est son pays de cœur, on va dire comme ça. Et dans une de ces interviews que j'ai regardées récemment pour ses cours, elle a dit qu'elle a donné cet exemple par rapport aux nourrices, aux réactions des gens, et elle a justement utilisé un exemple d'ici, du Brésil, qu'elle était ici au Brésil. Je ne sais pas si c'était à l'occasion de la fête littéraire de Paraty,
et que quand elle a raconté un peu l'histoire de cette nourrice, il y a une femme qui a pris la parole et elle a dit, oui, moi, j'ai jamais aimé les nourrices, je déteste les nourrices et je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, Leila Slimani, elle explique que ce qu'elle voulait, ce n'était pas genre de faire un portrait stéréotypé et qui sert comme, comment on dit ça, qui sert comme, c'est pas un stéréotype, c'est, comment on dit ça? Il me manque le mot, c'est pas un stéréotype, mais comment on dit ça? Je n'aime même pas les mots en portugais. C'est quelque chose d'exemplaire? Non, c'est pas ça. C'est ça va revenir. J'ai les mots au bout de la langue. C'est par exemple quand on parle de la tragédie, nous avons des personnages qui sont un peu Archétype? voilà, archétypique, ouais. Archétype, le substantif archétypique, l'adjectif. Merci, Jésuine. Donc, ce qu'elle voulait faire, ce n'était pas un portrait archétypique des nounous, des nourrices. Donc, ce qu'elle dit de Louise, ce n'est pas pour démoniser toute nounou au monde. D'accord? Donc, c'est une histoire sur quelque chose qui a mal fini, mais qui nous pose plusieurs questions par rapport à notre vie sociétaire aujourd'hui. J'ai ici une liste de questions à vous poser pour réfléchir aux enjeux. Enjeux, ça va de questões ou provocações aux enjeux présents dans ce livre. Donc, je voulais vous écouter par rapport à, à l'identification que vous avez construite avec cette histoire. Quand je vous demande l'identification, ce n'est pas, je sais pas, je m'identifie à cette mère ou à ce père ou à la nounou. Quels sont les enjeux, les questions que vous retrouvez dans votre vie quotidienne, par exemple, à partir de ce genre de livre? Anna-Caroline, tu as levé la main, tu veux parler en premier? Oui, prof, c'est juste, vous avez parlé de Slimani et la relation avec le Brésil. Et quand j'ai lu le livre, je suis encore en train de finir, mais je sentais, en effet, le livre m'a fait penser à un film brésilien, je ne sais pas si vous connaissez A Que Horas Ela Volta, cette relation de la famille, oui. Vous savez, et il y a un autre aussi, j'ai vu récemment un autre film brésilien qui montre cette relation de la famille et les nounous, les femmes des affaires, des ménages. Et, ça m'a fait penser vraiment à cet aspect sociétaire que nous avons ici au Brésil. Il est très fort ici au Brésil. Nous avons cette, on peut même dire, une culture de laisser les enfants avec les autres. Je dis ça, vous avez parlé d'identification et j'ai pensé à ma propre expérience parce que j'ai eu en ONU jusqu'à que j'étais 12 ans, 13 ans, parce que ma mère est une journaliste et elle était très dédiée à sa vie professionnelle, mais elle ne voulait pas
nous laisser, moi et ma sœur, seule, et elle essayait c'est comme Myriam, elle essayait d'avoir une vie professionnelle parce qu'elle a dédié sa vie à étudier et elle a lutté pour ça, vous savez. Mais elle voulait être une mère aussi. Elle ne voulait pas quitter un à dépit d'autres, vous savez. Et nous avons un jeu, comme je vais utiliser cet mot qui nous a appris. Nous avons un jeu dans notre société parce que nous sommes une société vraiment encore pauvre. Donc, l'homme et la femme doivent travailler. Et donc, c'est dur à la femme de quitter les enfants, mais on crée un type de confiance, on fait confiance à les nounous et ils sont comme, c'est une question, c'est un peu hypocrite de parler, ils sont comme des familles, ils sont comme le membre des familles. Nous savons qu'ils ne sont pas, on peut voir ça avec Louise. Elle est juste un partie de la peinture familière. Elle ne fait pas vraiment partie de la famille. Mais c'est juste une question que j'ai pensé qui c'est très, très proche au Brésil. Nous avons cette culture depuis des siècles. Et ça m'a fait penser à ce film que nous avons et soulève des questions sociétaires au Brésil, comme le film A Que Horas Ela Volta. Non, c'est parfait. Moi, à partir des interviews, des discussions, moi, j'ai listé ici quelques sujets de débat avec vous et je vais vous demander après un exercice aussi. Par rapport à cette question sociale de la nounou, moi, je détacherais ou je découlerais quelque chose qu'elle dit ici. Je cherche ici entre les notes, l'amour rémunéré. Donc, on parle d'un amour. Ouais, il faut que on attend de la nounou un certain attachement aux enfants, un attachement affectif. Mais ce qui fait ce attachement affectif, c'est la rémunération. Donc, il y a, comme tu disais, on dit que ce sont des gens qui font partie de la famille, mais si on enlève, juste hypothétiquement, si on enlève le salaire, ce rapport affectif, il ne tient pas. Donc, c'est un amour rémunéré. Il n'existerait pas s'il n'était pas rémunéré. Et donc, il y a une relation qui n'est pas affective, en effet, mais elle est plutôt une relation contractuelle. Cette affection existante entre la nounou, ce que je dis, c'est problématique. Et ce n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est-à-dire, même s'il y a une relation contractuelle, il y a ce rapport d'un amour rémunéré. Cela ne nous prive pas de créer un rapport sentimental, affectif, réel avec une autre personne. Par exemple, si on pense à nos relations de travail, nous avons des collègues, nous avons des camarades, nous ici aussi, cette relation professeur-élève, c'est une relation qui a, mais ça ne nous développé une affection. Même si cette affection, elle est traversée par d'autres contrats, d'autres aspects culturels, sociaux, d'autres aspects sociaux, pardon, dans ces cas. Mais c'était intéressant et c'est justement ce rapport que tu nous as apporté de la personne de la famille. Et laisse voir si j'avais noté quelque chose. Non, c'est bon. Voilà.
il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler. Je ne sais pas si c'était Ingrid. Non, c'était Juliane d'abord et Ingrid après. Juliane? Bon, par rapport à ce qu'Anna Caroline a dit, moi, je pensais aussi à la relation entre la nounou et la mère, je peux dire. Bon, moi, je pensais à plusieurs de choses, en vrai. Mais moi, je pensais, par exemple, à la question du travail des femmes, parce qu'Anna Caroline, elle a dit que, bon, la société, bon, dans notre société, on a besoin de travailler, les hommes et les femmes aussi. Mais de quelque manière, les femmes, elles ont envie de travailler, elles aussi, même si ce n'est pas nécessaire, je vais dire, mais elles ont envie d'avoir de plus en plus une vie autonome, une vie hors de chez elles. Ouais, je pense qu'avoir besoin d'une nounou, à mon avis, ça révèle aussi une question machiste dans notre société. Parce que moi, je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'un couple normal, il ne peut pas partager les responsabilités par rapport aux enfants, de sorte qu'ils n'ont pas besoin d'une nounou. Moi, je vais dire, pourquoi est-ce que pour travailler dehors, il faut que la mère, elle emploie une nounou. Et c'est une femme, c'est pas un homme. Bon, c'est une autre question. Et moi, je pensais aussi qu'il y a toujours une sorte il y a une relation d'exploration qui est cachée là. Parce que c'est comme, bon, Anna Caroline, elle a dit aussi la question elle fait partie de la famille, mais je pense que ces sentiments de faire partie de la famille, ça nous mène à naturaliser plein des actions qui sont d'exploration, qui finalement font que la nounou, elle travaille beaucoup plus que tous les autres, mais c'est parce qu'elle fait partie de la famille, donc elle aime faire ça. Ça fait partie de sa propre vie. Donc, je pense qu'à partir de cette question qu'Anna Caroline a posée sur la nounou et la famille, moi, je vois clairement une trace de la société machiste, d'une mère. Pour pouvoir travailler, il faut qu'elle ait une sorte de remplaçante. Bon, parce que la famille, elle ne peut pas s'auto-gérer sans la personne de la nounou. Et où est le père? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas se partager des tâches? Pourquoi il y a cette angoisse pour la femme, pour sortir de chez elle, d'avoir une remplaçante? Pourquoi? C'est ça. Ça, c'est parce que, comme en revenant aux commentaires de Joséma, ce que j'aime bien dans la littérature contemporaine, c'est ce genre de questions qui sont directement liées à notre vie à nous. Ouais. Donc, ce débat-là, Juliana, que tu relèves sur le rôle de la femme et de l'homme en couple aujourd'hui, dans l'éducation des enfants, c'est tout à fait contemporain. C'est un dilemme que nous avons aujourd'hui. Pas un dilemme, parce que ce n'est pas un choix, mais c'est quelque chose qui est posé. Hein, c'est un problème qui est posé. Pour notre génération, à nous, aujourd'hui, cela ne se fait pas naturellement. Ouais.
Je vous donne même l'exemple d'une copine d'école avec qui j'ai repris contact récemment. C'était une copine d'enfance et son mari travaille dans une entreprise internationale. Elle a fait des études en droit, si je ne me trompe pas. Elle a dû tout quitter parce qu'ils ont vécu au Danemark, si je ne me trompe pas, au Pérou, là ils sont au Brésil. Et comme ça, elle n'arrive pas à avoir un boulot, un travail. Et aujourd'hui, ils ont 2 enfants, elle s'occupe des enfants. Et elle m'a dit que ça a été très difficile au début d'abandonner sa carrière pour accompagner son mari. Mais aujourd'hui, elle pense à recommencer les études, changer de carrière, faire une autre chose. Mais vous voyez que, Ingrid, je te donne la parole ensuite. Je ne pas oublier. Donc, c'est quelque chose qui ne se fait pas ou ne se fait plus naturellement. Cette question de l'éducation des enfants, c'est un rôle de la mère et le père travaille pour nourrir la famille. Et c'est important aussi de revenir au roman à partir de 3 points ici que j'ai notés du commentaire de Juliana. Sur le travail de la femme, c'est important pour ceux qui n'ont pas encore fini la lecture, c'est aussi, c'est pas grave. Mais tout au début, quand ils décident, Myriam et Paul, d'embaucher une nounou, quand ils regardent, quand ils vérifient, ils font les calculs de combien ça va coûter. En fait, le salaire de Myriam, au début, sera pour payer la nounou. Et il y a ce dilemme, même que Paul, si je ne me trompe pas, Paul pose ce problème. Mais donc, tu vas travailler pour payer le salaire de la nounou et confier l'éducation de l'enfant à une femme qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc, et elle dit oui, je vais le faire, et elle finit par décider de le faire, justement parce que la vie d'une femme aujourd'hui ne se résume plus à l'éducation des enfants. Donc, elle veut concilier comme elle peut le travail avec l'éducation des enfants. Mais nous avons aussi les cas de Myriam. Il y a un problème parce que sa carrière l'occupe trop et elle n'a pas, ou elle finit par ne plus avoir les temps pour ses enfants. Hein. Et encore par rapport à la différence de traitement de Paul et Myriam, il y a un passage intéressant dans lequel je crois qu'ils sont entre amis. Et Myriam, elle est inquiète par rapport au sommeil de ses enfants, elle est fatiguée, elle ne veut pas que ses amis soient fatigués à cause du quotidien des enfants. Et il y a une pensée de Paul. Paul est heureux parce qu'il est arrivé plus ou moins où il voulait. Il a une femme, il a les enfants et maintenant il ne travaille plus pour les autres. Il a son studio, il travaille comme il veut, il fait l'enregistrement des chansons pour les artistes qu'il veut. Il finit par ne plus avoir les temps pour ses enfants. Mais c'est intéressant que dans ce panorama de la vie en couple, Paul arrive à trouver la joie en Myriam. Elle a toujours, comment je peux dire, elle est toujours surchargée et fatiguée. Ouais. Ça montre déjà cette différence de rapport. Ingrid, je te donne la parole. Je suis désolée de prendre si trop de temps. Merci, prof. C'est juste un commentaire. Quand j'ai vu la construction du livre, je me souviens d'autres livres qui s'appellent La vérité sur les cas Québec. Je pense que c'est ça. Tu connais? Non, je ne connais pas. C'est juste la construction qu'on va parler
comment on peut dire, le bébé est mort, il va commencer de la même manière. Mais c'est ça. Dans les livres, j'adorais comme elle va travailler la question de la maternité. Bon, je ne sais pas si je peux penser comme ça, mais il y a deux moments. Le moment avant de la nounou et le moment après la nounou. Donc, je ne sais pas, mais on peut penser que la maternité, il y a aussi deux versions. La version qui, je ne sais pas, mais je pense que c'est une version un peu machiste qui la met, n'est pas capable de, comment on peut dire, de cuidar des enfants. Et les moments qui merci. Et le moment que la nounou va apparaître dans la vie pour aider la femme. Et j'adorais comment elle va travailler. Pour moi, c'est le point plus principal du livre. Et c'est ça, c'est juste un commentaire. Non, mais c'est super. Et j'ai pris de notes ici pour commenter parce que c'est assez intéressant. Parce que tu dis ce rapport à la maternité et tu apportes cette idée de avant et après la nounou. Et c'est intéressant parce que nous avons une maternité pour chaque classe sociale. Oui, et c'est encore une question apportée par le livre. Ouais, parce que la maternité de Myriam est une chose, la maternité de Louise est autre chose. Ouais, parce que Myriam, elle a la possibilité de laisser ses enfants avec sa nounou et faire son travail ailleurs. Louise, elle n'a pas cette possibilité. Et quand elle doit emmener sa fille, Stéphanie, en voyage ou à la maison de ses patrons, c'est toujours compliqué. Ouais. Et on revient aussi à cette idée de la nounou et de la famille. Parce que si vous avez déjà lu cette partie ou ces parties du roman, il y a toujours ce problème-là. Quand Stéphanie est avec les enfants des patrons, elle est toujours un peu déplacée, elle ne trouve pas sa place. C'est bien compliqué. Hein? Et Louise, ce qu'elle demande, c'est ne te fais pas remarquer. Hein? Donc, ce que Stéphanie, l'enfant de Louise, doit essayer de faire, c'est d'être transparent, d'être invisible, de ne pas déranger les patrons et les enfants des patrons. Ouais. C'était Ana Caroline qui a dit, qui nous a rappelé à que horas ela volta. Et c'est pareil quand la fille de Regina Casé arrive pour passer le bac. Ouais. Elle devient... c'est une présence de trop. É uma presença excessive, de trop, demais. Oui. Donc, et j'ai vu ici que Juliana a mis, moi j'ai bien remarqué la situation de Louise. Oui. Non, je crois que Slimani utilise cette même expression, présence de trop, quand on a ce passage de Stéphanie. Elle part des vacances avec le patron de Louise et le patron dit ça. Je n'ai pas de problème qu'elle est ici, mais sa présence est de trop quand ils sont à la piscine. Au moins, elle n'a pensé de nous joindre à la piscine. Ça m'a rappelé beaucoup au film brésilien. Ouais. Et ça fait toujours du mal à penser à ces scènes. Parce que moi, j'arrive à imaginer le regard d'un enfant qui veut jouer, qui veut participer au jeu avec les autres, mais ne peut pas. Ça, c'est de casser le cœur. Ouais, et assez souvent, si on a des enfants à côté, on voit ça. Quand l'enfant il est timide parce il attend l'autorisation de pouvoir joindre les autres et jouer ensemble, mais il n'a pas cette permission.
Et c'est triste, c'est difficile à imaginer ce genre de scène. Et quand je parlais de la maternité et la classe sociale, d'une certaine façon, parce que Myriam et Paul, ils sont les représentants de cette petite bourgeoisie parisienne ou française d'aujourd'hui. Si vous partez en France faire des études ou en voyage, c'est possible que vous allez rencontrer des gens comme eux. Ouais, des gens. Je parle d'eux parce que ici, on est dans le contexte de littérature française. Mais ça se passe pareil avec nous ici aussi. C'est une petite bourgeoisie, une classe moyenne ou haute, en quelque sorte. Ils travaillent avec, d'abord, ils ont eu la possibilité de faire une formation professionnelle supérieure. Ils ont choisi avec quoi ils veulent travailler. Vous voyez, ça c'est encore une trace de classe sociale quand nous avons la possibilité de choisir ce que nous voulons faire comme travail. Ouais. Et même quand nous sommes au chômage, quand nous n'avons pas de travail, et nous pouvons attendre un travail. Vous voyez, quand nous ne sommes pas obligés de répondre à la première offre d'emploi. Donc, nous avons d'abord, nous avons la possibilité d'études, nous avons la possibilité de faire un choix avec quoi on travaille. Et en plus, on peut dire que Myriam et Paul, ils sont pas ce que nous appelons au Brésil aujourd'hui cidadãos de bem, mais ce sont les citoyens modernes, en quelque sorte. Jésuine, je te donne la parole tout de suite. Ensuite, ils sont jeunes, modernes, ils fréquentent les milieux culturels, ils ont une bonne éducation, une bonne culture. Paul, par exemple, est entouré d'artistes. Myriam fréquente les causes les plus importantes dans le domaine des lois. Mais je dis tout ça pour faire un portrait de ces jeunes couples. Et on vient de parler du rôle de la femme dans notre société aujourd'hui, de la maternité, tout ça. Mais dès qu'ils embauchent une nounou, une femme, pour travailler à la maison, ils commencent à l'exploiter. C'est-à-dire, au début, ce n'était pas prévu, ce n'était pas l'intention. Mais dès que Myriam commence à arriver plus tard, Paul aussi, et Louise commence à combler, ce serait à occuper d'une certaine façon l'espace des parents qui sont absents, ils comptent sur elle. Et ce n'est pas grave s'ils arrivent encore plus tard, parce qu'ils vont arriver et Louise sera toujours là-bas et pas forcément, il paye les heures supplémentaires. D'accord? Donc, c'est intéressant quand je disais la maternité et la classe sociale. D'accord, parce que il me semble que le rapport de Louise avec Stéphanie, quand Louise est à la maison de Paul et Myriam, il me semble que Stéphanie ne vit plus avec elle. Il faut vérifier, je ne me souviens pas très bien. Mais il me semble qu'elle a quitté, Stéphanie a quitté sa mère avant qu'elle commence à travailler avec Paul et Myriam. Mais c'est intéressant que si on pouvait demander à Myriam si elle était pour ou contre l'exploitation d'une autre femme,
sûrement elle se rend compte, mais elle finit par reproduire une certaine exploitation d'une femme qui travaille à la maison. Et je profite ici juste pour faire une différence de vocabulaire qui existe en français entre exploration et exploitation. J'ai mis ça avant dans le chat parce que exploration, ça vient du verbe explorer. Et c'est cette idée de explorer une région, comment je peux dire, donne une idée d'aventure. Voilà. Et exploiter, c'est l'idée de retirer un profit. Donc, c'est cette connotation péjorative, négative de cette exploration. Parce qu'on traduit les deux en portugais comme exploration. Moi, je pense toujours à cette idée d'explorer au sens positif, aventurier, à Internet Explorer. Parce que l'Internet, en quelque sorte, ça nous permet d'explorer tout un univers. Et je donne la parole à Jésuine. Oui, Jésuine. Je vais essayer d'être bref. On a parlé de l'État tout le temps parce qu'il y a la question du contrat avec la nounou. Il y a un contrat et je vais remarquer le chemin de ce contrat. Myriam a choisi faire par elle-même, sans choisir une agence. Donc, elle est protagoniste qui veut savoir ce qu'elle veut. Elle veut être en contrôle et ça ne marche pas. L'État, il va apparaître à travers la force de la police. Donc, dans un moment, on a Nina Dorval, qui, à mon avis, après la lecture, je sens Nina Dorval comme quelqu'un qui participe de ce narratif, de cette narrative, comme au début comme une narratrice omnisciente, mais à la fin comme cette force de reprendre, de reconstruire la scène du crime à partir d'un long procès qui va parler avec les voisines, des choses comme ça. Mais avant aussi, l'État est là quand Myriam et Paul sont informés d'une dette de la nounou. Donc, il y a des enjeux, comme une sorte de labyrinthe, comme on a besoin d'un fil pour essayer de se localiser dans ce narratif. Cette partie, je pense qu'il y a pas mal de choses encore à ajouter, mais je remarque seulement une chose par rapport à ma lecture de gaspillage. Quand on est mère et on sort de la pauvreté et on est un peu plus bien en termes de consommation, tout le temps, on a des problèmes avec la gaspillage. Et nous aurons une scène de gaspillage terrible qui est déjà les signes de la folie ou de la maladie mentale. Elle rencontre une carcasse de poulet qu'elle a jetée dans la poubelle. Et elle est là, devant la table. Je pense que ce moment-là, ça me touche beaucoup parce que ici, chez moi, je n'aime pas le gaspillage. Et parfois, je fais des exagérations comme la nounou. Et donc, j'ai une sympathie pour la nounou, même si je connais, parce que je sais ce qu'elle passe, ce qu'elle a vécu, et elle dénonce cela d'une façon
de façon, d'une mauvaise façon, mais c'est aussi quelque chose de surréaliste, quelques situations narratives que Leila Slimani ajoute pour profiter de la description. Oui, c'est intéressant parce que dans une des interviews, je regardais, Leila Slimani a dit que sa mère, elle a dit comment ma fille a été capable de décrire une scène si dégoûtante, celle du poulet jeté dans la poubelle et récupéré par Louise. Et c'est intéressant parce que Myriam, elle a jeté le poulet parce qu'elle pensait qu'il n'était plus propre à la consommation de ses enfants. Et elle le jette parce qu'elle ne veut pas que ses enfants mangent quelque chose qui peut-être n'est pas très propre à la consommation. Et d'une certaine façon, je suis d'accord avec toi la question du gaspillage, mais cette scène, elle est aussi, comme tu disais, un signe de la maladie mentale, de l'état mental maladif de Myriam, de Louise, parce que elle ne cache pas la carcasse après, elle laisse la carcasse à la vue de Myriam. Donc, il y a là une communication entre les deux. Ouais, parce que si c'était juste quelque chose de contre le gaspillage, elle ferait les enfants manger le reste du poulet et elle jetterait la carcasse. Mais non, elle a gardé la carcasse pour laisser, pour communiquer à Myriam. Ouais. Et nous avons encore des questions. Laisse voir ici. Bon, comme là, on est presque à la fin, il y a quelque chose que je voulais reprendre, cette question de la tragédie et le fait divers. En fait, attends. Tellement, il y avait tellement de choses à dire en même temps. D'abord, oui. Vous pouvez répéter tout. Quelquefois, votre micro coupe ta voix. Alors, une fois tu parles, mais c'est pas le son, et après, retourne la voix, il fait quelque chose comme ça. Tout le temps ou seulement maintenant? Maintenant, mais avant, quelquefois, coupe, mais après, retourne, aí se passe là, cette chose. Je ne sais pas avec des autres collègues. D'accord. En général, vous m'entendez bien ou pas? Bien, mais maintenant, non, parce que coupé beaucoup. Ah, d'accord. Mais moi, je me suis coupé moi-même. J'ai eu des problèmes à enchaîner les idées. Parce que, en fait, j'ai essayé de faire la transmission depuis mon ordinateur, mais j'ai réussi à faire avec la caméra, mais pas avec le casque. Donc, ça va ou ça va pas? Ça va. Alors, je pense que quelques autres collègues peuvent dire quelque chose. Je vais essayer de... Juliane? Non, moi je suis d'accord avec Lorraine. Pendant toutes les cours, il y avait quelques petits moments où ta voix était coupée. À ces moments, moi, personnellement, je te vois aussi un peu coupée. Mais je ne sais pas si c'est seulement chez moi. Ouais, coupe toujours maintenant. La voix, les images, je pense que c'est un peu de délai. Je ne sais pas comment je peux dire en français. D'accord. Donc, comme on est à la fin, je vais pas changer du portable à l'ordinateur.
mais je vais couper pour 2 secondes ma voix, mais je vais passer aux données du forfait du portable. Et je vais quitter le Wi-Fi, d'accord? D'accord. D'accord, merci. Je ne t'écoute. Ouais, et là, ça va? Ouais. D'accord. Donc, parce que ça arrive avec les données du forfait du portable, ça marche mieux qu'avec le Wi-Fi ici. Mais j'avais peur de ne pas avoir des données suffisantes pour ce cours, raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai pas utilisé, j'ai utilisé le Wi-Fi. Ça va mieux, je veux dire à ma voix, ça va mieux parce que la caméra, j'utilise toujours le Wi-Fi. D'accord, c'est parfait maintenant. Ça va, ouais. Ça marche. Ouais, c'est un problème avec le Wi-Fi parce qu'il y a plus de variations de la bande avec le Wi-Fi. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. Comme je vous ai dit, j'ai eu de soucis récemment, soucis techniques et d'autres choses aussi récemment. Et parce que là, on parle de paternité, maternité, et moi, je vais être papa. Donc, la semaine dernière, c'était la 12e semaine de gestation, donc on avait pas mal de choses à faire. En plus, les problèmes techniques. Donc, je vous donne mon alibi pour mon retard avec quelques questions avec vous. Ça pour vous expliquer que je vais faire une vidéo plus théorique sur l'analyse structurale du récit du roman. D'accord? J'essaie de vous expliquer ça. Parce que cette analyse structurale du récit, du roman, elle peut être importante pour bien décomposer les romans, comprendre quelles sont les parties du roman qui composent le roman, mais une analyse littéraire d'un roman ne doit pas ou n'est pas obligée, n'est pas censée à se résumer à une analyse de la structure du roman. Comme vous avez vu, aujourd'hui ici, nous n'avons pas discuté de la structure du roman, en quelque sorte. Nous avons parlé de personnages, oui, d'histoire, oui, mais nous avons dépassé ces questions-là. Mais c'est important quand même de connaître la structure d'un roman pour le critiquer ou justement, Jobin, il veut participer au cours aujourd'hui. Donc, attends, Josimar, c'est toujours instable ou ça va maintenant? Je vois ton commentaire ici. Donc, je vais faire d'abord cette vidéo sur la structure du roman, mais je vais vous apporter d'autres données, d'autres discussions théoriques sur le récit. Et aujourd'hui, je vais finir là avec cette discussion sur le roman. On est presque 11h30. Oui, il chante. Et j'ai quelque chose à discuter avec vous. Parce que je vous ai dit, ça attire mon attention, le chat. D'abord, par rapport à la dissertation. Est-ce que vous avez commencé ou est-ce que vous avez fini la lecture du roman de la dissertation? Où vous êtes avec la lecture du roman de la dissertation? Moi, ici Lorena,
J'ai commencé, mais je n'ai pas fini parce que je pensais que je dois lire chanson 12. Oui, mais en D'accord. fait, tu dois lire les deux. Ouais, alors, mais ça se marche, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de lectures, beaucoup de matières. Alors, mais Oui. ça se marche, d'accord? Ouais, je vous ai dit que ce début serait un peu plus difficile parce qu'il faudrait faire deux lectures concomitantes. Ouais. Et Parce avec les que, autres matières, les livres des oui, autres matières. Alors, je pense que 30 septembre, je déciderai le sujet de la dissertation, je pense. oui, Alors, oui, ça se marche. d'accord. Parce que D'autres choses. Tu as créé un groupe, un canal particulier de mon dissertation. Je ne sais pas. Je pensais, ouais, qu'est-ce que c'est? Alors, je pense, et pour nous, papetons avec nous, je ne sais pas, tu n'es pas expliqué, tu n'es pas publié quelque chose. Alors, effectivement, c'est ça que je vais expliquer maintenant. Je d'accord. partage ici avec vous. Voilà, je partage la salle de cours avec vous. Je vais vous montrer ici l'équipe roman. Voilà. Donc, vous avez remarqué que j'ai créé ces salles privées par rapport au roman de la dissertation, au roman choisi, parce que, en fait, je voulais utiliser cette possibilité de cette salle pour faire un séminaire avec vous. Moi, je pensais faire ce séminaire la semaine prochaine parce que je partage avec vous ici notre chronogramme parce que l'idée, comme vous voyez ici, c'était d'avoir un séminaire sur les œuvres de la dissertation la semaine prochaine. Et le 30 septembre, la remise du sujet de la dissertation. Pourquoi, quelqu'un m'a demandé pourquoi je proposais un séminaire sur les œuvres avant le sujet, la problématique de la dissertation. Mais c'était justement pour vous donner l'espace de discussion de la structure du roman, de cette de la question structurale du roman. Et à partir de cette discussion, vous seriez un peu plus capable peut-être de proposer un sujet. Mais je reconnais que la lecture d'un premier roman de Leila Slimani, plus le roman de la dissertation, peut-être ce sera trop compliqué. Et en plus, laissez voir ici. Oui, nous avons jusqu'à la semaine prochaine pour parler de Leila Slimani. Peut-être, et on commence à partir de la semaine prochaine, le roman de Michel Houellebecq, Soumission, qui est un roman plus long. En fait, je vous demande si cela vous dit donc de ne pas faire le séminaire le 23, mais plutôt, et pas au 30 non plus. Attends, je change ici. 2 secondes. Pas les 30, parce que les 30, j'aurai une soutenance de dissertation. Je vous propose lundi, le 28 septembre. Ah, mon Dieu. Oups, ça va pas? Je ne compris pas. Alors, on doit envoyer le sujet 28 et pas 30, ou le séminaire sera 28 et après 30, on va envoyer le sujet. Oui, tu as raison. Moi, je fais une faute ici. Donc, l'idée serait de faire le séminaire
sur l'œuvre de la dissertation les 28. D'accord. Donc, c'est un lundi, pas un mercredi. Et le mercredi jusqu'à 11h59, vous m'envoyez les sujets de la dissertation. Cela vous dit? Et donc, Ouais. le séminaire ne serait pas la semaine prochaine et vous aurez une semaine de plus pour finir le livre de la dissertation. D'accord, parfait. D'accord. Je pense que Juliane a dit quelque chose sur le chat, prof. Ah, d'accord. Parce que ici, j'ai changé. Je ne suis plus dans sur les chats. Et 2 secondes. Oui, si je peux expliquer le séminaire, oui. L'idée de ce séminaire, Juliana et les autres, en fait, je ne veux pas faire un séminaire genre tout le monde regarde la présentation de tout le monde. Parce que l'idée ici, ce n'est pas de faire un séminaire traditionnel, de présenter quelque chose. Moi, je l'ai dit dans le cours de poésie, peut-être, je fais une faute, une erreur en appelant ça un séminaire. Ce serait plutôt une séance de débat. Donc, vous aurez ces temps-là pour échanger les uns avec les autres vos impressions, vos idées sur le roman, plus ou moins comme nous avons fait ici aujourd'hui. Et ce que je vais faire, parce que dans ces formats-là, j'entre ici dans la salle de Welbeck, par exemple, on peut faire une réunion avec vidéo ici. Par exemple, je commence là une nouvelle... je pense que vous voyez ça, non? Mm-hmm. Voilà. Je suis en train de commencer une réunion avec les étudiants qui vont faire la dissertation sur Welbeck. Et dans ces cas, moi, je vais être ici et je vais entrer dans une salle, débattre un petit peu avec vous, et puis j'entre dans une autre salle, je vois comment ça se passe, et je vais faire plus ou moins comme je ferais en salle de cours, en passant par les tables dans lesquelles vous êtes, autour desquelles vous êtes réunis. Donc, l'idée serait d'avoir une séance de débat entre vous pour parler, pour échanger, pour essayer de comprendre un peu plus le roman avant de partir à une analyse qui sera individuelle. Ça marche? Ça marche. C'est plus clair maintenant? Oui. D'accord. Donc... Ouais, autre route, prof. Alors, 23 septembre, on aura des classes pour des... Oui, on n'aura pas de cours. On aura ou pas de cours? Pas de cours le 23. D'accord. D'accord. Donc, je vais corriger le programme sur Teams et je vais mettre la bonne date. Je ne vais pas laisser comme ça. C'est un peu précaire. La prochaine classe sera 30, mais on va débattre des romans, choses douces, chansons douces. Finir la discussion. En fait, attends, laisse voir ici. Je vous montre encore une autre chose. Ici, dans le canal général, vous venez ici dans les annotações de classe. Ça va charger ici. Ça met un petit peu de temps, mais ça viendra. Voilà. Et je montre ici, Ana Carolina, ton cahier de notes, ou suas anotações de classe. Dans matériels de curso, j'ai mis ici une page date de cours synchrone. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, notre prochain cours serait le 30 septembre, mais en fait, il sera le 28 septembre. D'accord? Et pas les 30. Je vais corriger ça aussi.
Je vais corriger parce qu'en fait, hier, j'ai été invité invité à participer dans une soutenance de dissertation de master qui aura lieu le 30 le matin. É uma defesa de mestrado que vai acontecer no dia 30. Donc, je vais faire le cours le 28, lundi, qui est le jour de notre cours aussi. Et je vais juste vérifier ici. Alors, je fais des confusions. Alors, on va débattre avec notre collègue le roman de dissertation dans le moment de la classe. Chaque groupe. Exactement. Voilà. Sera notre cours, n'est-ce pas? Oui. Si ça marche, que je comprends. Alors, d'accord. Oui, c'est ça. Donc, notre prochain cours sera dans... Votre voix coupée, prof. Pardon, on m'a appelé. C'est donc notre prochain cours, c'est le 28 septembre, lundi, d'ici 2 semaines. Et ce sera pour débattre les romans de la dissertation. Donc, vous allez vous réunir en groupe, les étudiants qui vont parler de Marie-Éric Duras, ceux qui vont parler de Michel Houellebecq, Patrick Modiano, Amélie Nothomb et Alain Rodrier. Et moi, je vais entrer dans les groupes, participer un petit peu, répondre aux questions, aux doutes, puis j'échange, je vais parler avec un autre groupe et on va faire ces mouvements un petit peu, d'accord? D'accord, merci. D'accord. Oui, c'est moi, Anna. Oui, mais avant que je n'oublie, il y a une autre chose aussi. Souvenez-vous que chaque livre débattu en classe, comme ce premier-là, c'est la chanson douce de Leila Slimani, je vais vous demander un petit exercice par écrit parce que j'ai réservé 12 points et demi pour les livres de Leila Slimani. D'accord? Ça va? Oui, oui. Oui, parce que en fait, moi, je comptais vous demander d'abord des exercices de partie, de compréhension de partie du livre, mais comme nous avons eu ce retard récemment, pour ce livre de Leila Slimani, je vais vous poser, ce que je vais faire, c'est faire une liste de questions comme les questions que nous avons débattues ici aujourd'hui, et je vais faire comme une tâche, comme celle du concept de roman que vous avez, quelques-uns ont fait et m'ont envoyé. Et vous allez choisir une des questions pour la développer. C'est bon? Comme ça, vous devez disserter une des questions posées. Je vais, je vais pas vous proposer quelque chose qui n'a pas été discuté aujourd'hui. Par exemple, discuter la différence de maternité par rapport à la classe sociale présente dans les livres. Donc, vous aurez un espace pour répondre à cette question, pour débattre à cette question. Ou sinon, quoi d'autre? Le rapport entre affection et rémunération dans le travail de la nounou, quelque chose comme ça. Ou, comme je discutais, la tragédie de cet infanticide. Je vais élaborer ça et je vous envoie et je vous donne plus ou moins une semaine pour écrire ça. Ça va? Et par contre, moi, je suis pas satisfait d'avoir seulement une séance de débat avec ce livre. Et je sais pas, peut-être, ce qu'on peut faire le 28, c'est de utiliser la première heure de cours
pour faire le débat du livre de la dissertation. Et puis, on aura encore une demi-heure de débat sur la chanson douce. Je pense que comme ça, on peut terminer cette discussion et ne pas la laisser comme ça. Ça va? Pour faire travailler un peu plus, parce que c'est quand même une lecture longue et qui doit être explorée comme il faut. Ouais, ça va comme ça? Ça va, ça marche. D'accord. Je vais juste voir ici le chat, s'il y a de commentaires. D'accord. Et est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Anna-Caroline, tu as levé la main. Oui, c'est juste un doute, mais parce que c'est par rapport à cette date, cette nouvelle date de 28, parce que vous avez dit qu'on aura la même dynamique en poésie, mais je ne me souviens pas si vous avez dit qu'en poésie, le rencontre sera le 23 ou le 28. Je rappelle l'attention pour ça. Oui, non, la poésie, on retient le jour. Ce sera le 20. C'est juste ça, ma doute. Ouais. D'accord. Oui, mais tu sais, Anna-Caroline, je sais, je suis d'accord, mais la différence, c'est que la lecture des poésies, elle est plus simple. Elle n'est pas plus simple. Vous arrivez à lire un livre de poésie plus vite qu'un roman. Ouais. Non, c'est juste pour organiser mon calendrier, parce que je sais, oui, mais parce que je suis habituée à les deux classes ensemble. Et c'est la première fois qu'on va séparer, et donc j'étais un peu en doute. Ouais. Mais c'est bien clair. Non, merci, prof. Ouais, non, mais c'était un peu bordélique. Je suis d'accord. C'est parce qu'en fait, j'avais imaginé de faire ensemble. Mais tu as tiré mon attention pour ce problème. En fait, la lecture des romans, elle est un peu différente. Raison pour laquelle j'ai décidé ici, avec vous, de changer les dates. Je n'avais pas prévu ça avant. D'accord? Non, c'est parfait. Merci, prof. Ouais. Et pour ceux qui font la poésie et les romans, vous aurez un décalage des temps qui vous permettra aussi de continuer la lecture du roman un peu plus. Ouais, je pense que c'est bien. Ouais. C'est vrai. Donc, c'est bon. On peut terminer là si vous avez encore des questions. Et une chose que je voulais vous dire, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Je pense qu'on peut faire le chat un espace de débat non synchronique. Ouais. Si vous voulez partager une impression de lecture ou quelque chose, vous êtes libre pour continuer cette discussion du cours dans le chat et moi, je vais participer aussi. OK? Par contre, pour maintenir plus ou moins l'ordre, si vous avez des questions par rapport au livre de la dissertation, posez dans le groupe du livre de la dissertation. Si c'est une question générale, posez-la sur le groupe général. D'accord? Juste pour l'ordre ici. Ça va? Donc, je vous remercie. Je vois là que vous êtes nombreux ici. Il y a quelques-uns que je n'ai pas écoutés aujourd'hui, mais vous êtes toujours présents là, j'espère. J'espère que vous avez bien suivi. Je vois là Luciana, les deux, Luciana, Lucas, Emily, Amanda, Mariana, donc Natalia Liberato aussi. Natalia, je réponds ton mail là tout de suite après le cours. Et voilà, donc c'est ça. Je vous remercie. Et si vous avez des questions à poser maintenant, je suis encore là. Pas de questions? D'accord. On termine. Moi, je n'ai pas de questions, professeur. Pour moi, tout est bien oui, clair. bien clair. Moi aussi, bien clair.
D'accord. Je vais essayer de laisser tout clair sur les chats et sur les cahiers de notes du cours. D'accord? Bon, merci et bon appétit pour ceux qui vont manger là tout de suite. Au revoir et à la Au prochaine. revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne Merci journée, pour prof. et toutes.